Bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Ly Ferrero, je suis de l'association Transat, qui est une association trans à Marseille et à Avignon. Je vais parler en tant que personne concernée donc par l'autisme et en tant que personne non binaire. Et en fait la présentation que je vais vous présenter aujourd'hui, moi je suis pas scientifique, hein, je fais un CAP boulangerie là. Mais par contre, j'ai monté Transat il y a maintenant 7 ans et j'ai accompagné énormément de personnes. Et ça fait un moment aussi que je donne des formations sur les transidentités. Donc dans le cadre de cette journée, moi j'ai essayé de penser un petit peu quels pouvaient être les points communs, les différences entre l'accompagnement social pour les personnes trans et l'accompagnement social pour les personnes autistes. Quels sont les assos qui existent, quelles sont les dynamiques en présence et quels problèmes ça peut poser. Pour la petite histoire, j'ai aussi fait une formation de travail social et j'ai accompagné aussi des personnes autistes dans ce cadre en étant moi-même concerné. Et j'ai aussi fait partie de groupes de pères aidants. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que je vais me placer. Voilà, je vais d'abord un peu vous parler de l'association Transat, parce qu'en fait, ça va servir pour le reste du propos, puisque c'est assez représentatif de ce qu'une asso trans peut faire. Nous, on est une asso non mixte, donc ça signifie qu'on est composé de personnes trans non binaires en questionnement. On a quelques membres alliés, nos statuts sont ouverts. Hein. On a vraiment cette philosophie d'aller se dire que, en fait, tout le monde peut s'impliquer sur les transidentités, même les personnes qui sont cisgenres. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est des membres alliés. Ils n'ont pas la même place dans la lutte. Parce que pour des questions de visibilité et de rapport de pouvoir, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contribuer et que ce n'est pas des contributions égales. C'est un positionnement différent. On fait de l'accompagnement social, de l'autosupport. On va aussi faire beaucoup de sensibilisation et de formation parce que, en fait, on considère que vraiment tout le monde devrait pouvoir s'impliquer sur ce sujet. C'est un sujet qui concerne les droits humains et pas juste les droits d'une minorité. Et donc, on a besoin que tout le monde puisse comprendre précisément ce que c'est la transidentité et puisse se positionner clairement au quotidien, d'une certaine façon. On va avoir un travail aussi institutionnel et un travail de visibilité aussi. Bon, dans tout ce qui est l'accompagnement social, je détaille pas trop, mais en gros, ça peut être des groupes de parole, des rendez-vous individuels, le fait d'accompagner effectivement les personnes à leurs rendez-vous médicaux ou de coordonner la prise de rendez-vous pour les gens qui en ont besoin, de les accompagner sur des démarches administratives. C'est vraiment extrêmement varié, mais ça peut être aussi de la convivialité et le fait d'aller organiser des activités culturelles pour avoir un espace sécure. Et d'accueillir bien sûr les proches. On a 2 groupes d'accompagnement de proches sur Marseille et un sur Avignon. Ok, donc on va commencer avec un petit état des lieux associatifs. Hein. On l'a vu tout au long de cette journée. En fait, les personnes trans et autistes, elles existent. Pour autant, on a du mal à les accompagner parce que, voilà, on est à l'intersection de 2 choses. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, du coup, les personnes qui sont autistes dans les espaces trans, elles vont rencontrer un certain nombre de problèmes de validisme. Et les personnes, donc le validisme, la discrimination systémique qui est faite aux personnes en situation de handicap, et les personnes trans et autistes vont rencontrer dans les espaces dédiés au handicap ou à l'autisme des problèmes de transphobie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, je me suis intéressé un peu à la structuration des assos qui peuvent exister. Les assos de personnes autistes, je les mets entre guillemets. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a très peu d'assos qui sont sur le modèle des assos trans. Il y a très peu d'assos qui sont en fait des assos de personnes concernées. Moi, je suis membre d'une asso de personnes concernées qui s'appelle Clé Autiste, qui est une asso nationale. Et je suis aussi membre, même fondateur d'une asso marseillaise qui s'appelle l'Aspéro, qui est aussi une asso de personnes concernées. Mais des structures comme ça, il y en a très, très, très peu. En fait, en grande majorité, les structures qui accompagnent les personnes autistes, c'est pas des personnes concernées, c'est des personnes cisgenres qui sont salariées dans une grosse asso, et ces assos, elles sont bien répertoriées au sein de réseaux, et souvent, c'est des assos même de parents, quand on est sur le volet plus militant. Par exemple, hein, je pense qu'ici tout le monde sait ce qu'est un SAMSA ou un SAVS, hein, donc effectivement des dispositifs médico-sociaux ou sociaux qui ont pour but d'accompagner les personnes en situation de handicap dans des démarches variées, administratives, éducatives, professionnelles, etc., etc. Donc il y a énormément de structures, ça s'inscrit dans des politiques publiques qui sont bien définies et on n'a pas trop de personnes concernées qui sont sur des questions techniques.
Les personnes concernées, elles vont être sur des questions de convivialité, de rupture de l'isolement, de partage d'expériences, dans ce qu'on appelle les GEM, donc les groupes d'entraide mutuelle, là, il y a une politique publique aussi qui est bien établie, qui permet de donner finalement un rôle aux personnes concernées. Mais un rôle qui est un peu un rôle de sous-main, en fait. On va valoriser l'expérience, le partage d'expériences vécues pour sortir de l'isolement, et puis c'est marre, c'est tout. En règle générale, les personnes qui t'apprennent à remplir un dossier MDPH, c'est au mieux si tu tombes sur un bon ton psychiatre, peut-être ton éduc, ou alors toi tout seul tu te débrouilles, mais on n'a pas d'assaut où on s'aide à remplir des dossiers MDPH. Et on va voir que dans le cadre des démarches pour la transidentité, c'est bien différent. Donc là, je mettais aussi qu'il y a peu de revendications vraiment politiques sur le sens, dans le sens d'une certaine radicalité, d'une certaine pensée politique. C'est avant tout des parents, en fait, qui vont monter des assos. Par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, on a Autisme 13, qui est une asso de parents, des parents d'enfants autistes, mais de toutes sortes, sur toute la globalité du spectre. Et c'est ça qui complique aussi. Parce que là, je mets un chiffre qui a entre 1 et plusieurs milliers, mais en fait, c'est parce qu'on prend en compte un petit peu tout. Si on parle juste de l'autisme sans déficience intellectuelle, il y en a beaucoup moins qui sont spécialisés. Après, est-ce que c'est pertinent de faire une telle distinction ? Moi, je ne pense pas. Mais historiquement, il y avait plutôt des associations pour accompagner des personnes avec déficience intellectuelle. Donc finalement, ouais, c'est ce que j'ai commencé un petit peu à dire. Si on regarde un peu ces caractéristiques de ces assos qui accompagnent les personnes autistes, on a des accueillants et des accompagnants qui sont en majorité non concernés par l'autisme, qui se sont formés, qui sont parfois très compétents dans ce qu'ils font, mais parfois pas, parce que parfois, en fait, ils accompagnent plein de personnes en situation de handicap qui sont très, très, très différentes les unes des autres. Donc, du coup, là, il existe des politiques qui sont dédiées, mais les personnes n'ont pas forcément les outils pour pouvoir y répondre. Moi, je me suis retrouvé face à des SAVS, par exemple, qui étaient pas sur l'autisme, ils étaient moyens, quoi. J'ai dû les orienter vers le centre ressources pour qu'ils se forment, alors que j'avais une notif MDPH qui m'envoyait vers eux. C'était, voilà. Donc ça, c'est les genres de trucs qui nous arrivent quand on a un parcours dans le handicap. En fait, on doit mettre en lien les acteurs autour de nous qui sont censés le faire eux-mêmes. C'est un truc qui est... voilà. Mais au moins, il y a des acteurs autour de nous. On verra que pour les transidentités, c'est pas forcément la même. Donc là, on est sur un accès qui est conditionné par un diagnostic. Sinon, tu n'as pas de droit. Moi, j'ai une AH parce que j'ai un diagnostic, que derrière, j'ai fait un dossier MDPH, que derrière, j'ai un parcours, on va dire, dans l'institution. Sinon, en fait, j'aurais pas de droit. J'aurais pas de RQTH, j'aurais pas d'aménagement pour mon CAP, j'aurais rien. Et même quand j'en ai, là, Cap Emploi, il fait pas toujours ce qu'il faut, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, l'accueil, l'accompagnement des personnes concernées, par les personnes concernées, il est bien circonscrit à une place spécifique. Voilà. Et oui, concernant la visibilité, les personnes autistes qu'on voit dans les médias, c'est soit l'enfant qui ne parle pas, soit l'adulte qui est super compétent, super fort en tout, qui finalement semble avoir aucun problème. C'est pas hyper satisfaisant parce que du coup, au niveau du handicap, ce qui arrive du coup, c'est que la personne, quand elle explique ses difficultés, on lui dit « mais t'as l'air super intelligent. Comment ça se fait que t'as des difficultés ?» C'est pas vrai en fait. Tu fais ça parce que tu veux faire chier, mais en fait, t'en es capable. Voilà. Donc c'est un peu un souci, ça aussi. Donc pour les assos de personnes trans, ah oui, point important, j'ai mis le 1% là, j'ai cherché rapidement un peu des études scientifiques sur le pourcentage en population générale. Donc on a plus de 1000 assos qui accompagnent les personnes autistes, on est sur 1% de la population. Pour les assos trans, si on prend les assos qui ont des statuts déclarés, je pense qu'on est entre 50 et 100. Allez, sur les statuts déclarés. Après, il y a plein de groupes, de collectifs informels, de groupes accolés à d'autres assos, etc. Mais par rapport à la proportion de la pop générale, moi, le chiffre que j'ai trouvé, c'est 3,5%. Voilà. Donc on est vraiment sur le citoyen, le sous-citoyen de la République, quoi. On ne s'intéresse pas trop à ces problèmes-là. A priori, ils font les trucs tout seuls dans leur coin. C'est un peu de la contrebande presque. Voilà. Donc il y a beaucoup de groupes informels, il y a peu ou pas de salariés, il y a quelques assos qui arrivent à salarier des gens, mais bon, c'est souvent des trucs précaires. Enfin, c'est sans commune mesure avec ce qu'il y a dans le champ du handicap, c'est absolument pas la même.
Il y a une forte politisation. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas les revendications des assos trans, elles se sont structurées avec l'Existence Inter. C'est un socle de revendications qui est vraiment fiable, qui prône la dépsychiatrisation, le libre accès des parcours, le libre choix, la libre possibilité de disposer de son corps et d'être reconnu dans son identité de genre sur autodétermination. Il y a des désaccords méthodologiques, mais franchement, la plupart des assos, elles sont d'accord là-dessus. Il y a vraiment un gros consensus avec une mise en perspective radicale. Voilà, donc il y a des assos de personnes concernées non mixtes comme Transat, des groupes d'accueil qui sont parfois accolés à des assos comme Aide ou des plannings familiaux, des assos de TDS qui vont monter des groupes spécifiques sur des publics spécifiques comme les TDS ou les migrants, donc les travailleurs du sexe ou les migrants. On va avoir donc effectivement des travailleurs sociaux, mais c'est parce que cette thématique-là bénéficie de moyens. La transidentité toute seule n'en bénéficie pas. Donc, on a des accompagnants, des accueillants en majorité concernés, avec peu de reconnaissance, qui font un taf bénévolement, mais sans avoir le statut de travailleur social. Beaucoup de gens qui juste aident leurs potes, leurs proches, ou dans des communautés souterraines, des groupes d'amis. Bon, du coup, l'accès, il est un peu open, hein, mais encore faut-il trouver le réseau et une forte politisation des structures. Donc, si on compare les deux, voilà, hein, on a d'un côté des moyens, mais ce n'est pas les personnes concernées qui sont au centre. Il y a des politiques publiques. La personne, elle peut accéder à cet accompagnement, mais sur la base d'une validation sociale et médicale, le diagnostic. Il y a finalement peu de revendications politiques de fond. Il y a par contre un accès au droit qui est réel. C'est-à-dire que moi, j'ai une AAH, ça n'a pas été facile, je l'ai eu en recours, mais je l'ai eu. Voilà. Et donc, il n'y a pas de débat social. C'est les handicapés, ils ont un désavantage social, ils ont des difficultés, c'est pas leur faute, on peut les aider, quoi. Du côté des trans, c'est pas la même. Tu travailles 40 heures par semaine, t'es bénévole, la reconnaissance sociale, c'est niette. Par contre, t'es que avec des trans et tu baignes, t'as l'impression qu'il y a que des trans qui existent autour de toi quand t'es dans les assos. Tes amants, c'est des trans, tes amis, c'est des trans, voilà, c'est trans partout. On est sans moyens, donc on fait un peu comme on peut, c'est avec des bouts de ficelle. À Transat, tout ce qu'on fait, on le fait 100% bénévole. Je ne l'ai pas dit, mais là, au moins, du coup, c'est clair. Les revendications, elles sont plutôt radicales et convergentes. On veut un vrai changement social, une vraie approche de la médecine qui prenne en compte la personne, je vais y revenir, au centre, et des vrais changements dans l'accès à nos droits. Voilà. Mais par contre, du coup, on n'a pas de droit, il n'y a pas de politique publique, c'est un accès sur autodétermination, donc ça fait qu'en fait, on n'a pas de droit, on a juste le droit commun. Le droit commun, il ne semble pas s'appliquer à nous. Hein. Il ne s'applique tellement pas à nous que même la CNAM a mis en place un service attentionné à notre intention, parce que le service normal ne suffisait pas. Voilà. Et donc, mais c'est sous réserve que les accompagnants, ils aient l'info. Parce que comme on n'a pas de reconnaissance et pas de formation au travail social et qu'on est marginalisé et qu'on fait tout entre nous avec des bouts de ficelle, il y a plein d'infos contradictoires qui s'échangent et c'est le gros bordel. Voilà. Donc et en plus de ça, on est perçu comme militant et prosélyte. Donc ça rend notre travail extrêmement facile. Voilà. Du coup, vous comprenez mieux effectivement qu'il y a un gros écart en fait entre les possibilités d'accompagnement social qu'on peut avoir entre ces deux populations. Et la question finalement c'est pourquoi ? Je pense, la théorie que j'ai, c'est qu'il y a une différence d'objet qui est fondamentale. C'est qu'en fait, le trouble du spectre autistique, comme il est décrit dans le DSM, c'est vraiment pensé comme un fait médical. C'est pensé comme un handicap, c'est sans équivoque, c'est pensé comme un fait neurodéveloppemental, physique. Et moi, je trouve ça vraiment curieux. Parce que déjà, c'est hyper culpabilisant. Tu te dis, ok, en fait, je suis inférieur aux autres, génétiquement, comme ça, j'ai pas les mêmes possibilités. Alors c'est faux, je vous rassure. Et c'est ce que tu te dis quand tu reçois le diagnostic. Mais moi, je croyais que j'étais comme tout le monde, que je pouvais faire la même chose que tout le monde. Mais non, tu es différent. C'est ton cerveau, il est différent, il est programmé différemment. Alors qu'en fait, pourquoi on ne verrait pas les choses à l'envers ? Pourquoi, comme la personne l'a dit très justement tout à l'heure, qui est dans la salle, on ne pourrait pas penser que c'est les gens qui ont un fonctionnement neurotypique qui sont désavantagés, et nous qui sommes avantagés, puisque finalement on a moins d'inhibition sociale, on peut faire des ponts entre des choses qui sont plus, voilà, et que en fait, si la société était pensée pour nous, les handicapés, ça serait les neurotypiques. Le handicap, d'après les approches
contemporaine, c'est avant tout un fait social. Si tout le monde était sourd, je peux vous dire que la personne qui ne connaîtrait pas la langue des signes, elle serait dans la merde. Hein. Elle serait dans la grosse merde, elle ne pourrait pas suivre un cours à la fac, elle aurait besoin de 10 000 aides, quelqu'un qui lui traduise les trucs. Ah, franchement, ça serait galère. Donc, pourtant, on pense le handicap comme un fait médical et non comme un fait social, alors que le handicap est par essence un fait social plus qu'un fait médical. En ce qui concerne la transidentité, en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse, puisqu'on pense ça d'abord comme un fait social et non médical. Alors, il y a des raisons à ça. Hein. On a dû se défaire de la médicalisation parce qu'on a été psychiatrisés pendant des années, nous autres les trans, ça a été bien rappelé, avec le transsexualisme, et donc le fait qu'on avait un diagnostic psychiatrique qui imposait des stéréotypes de genre très forts, qui faisait qu'on pouvait donc dépister la transidentité, dire qu'il y avait des vrais trans et des faux trans, etc. Donc la conséquence de ça, c'est bien qu'effectivement, là, on est toujours sur un paradigme où il y a des vrais autistes et des faux. Il y a les diags et il y a les non-diags. Hein. On est sur une perspective où il y a ceux qui sont parce que ça a été vérifié et ceux qui ne sont pas parce que ça n'a pas été vérifié, ou bon, ils disent qu'ils sont, mais bon, voilà. On était là-dessus, sur les transidentités, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'est ça qui m'interpelle. C'est vers là où je voudrais vous amener. Et donc, je ne dis pas, avec cette diapo, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de médicalisation dans certaines situations pour les personnes trans. Mais en fait, la transidentité en soi, ce n'est pas un phénomène médical. Et en soi, en fait, il n'y a pas besoin de plus de médicalisation pour les personnes trans que pour n'importe quelle personne. Parce que l'affirmation de genre, on l'a vu aussi ce matin, les cisgenres aussi peuvent le faire. Moi, si j'étais cisgenre, j'aurais pu faire pareil. Prendre la testo, arrêter la testo, faire la mammectomie, faire la métaïdioplastie, j'aurais pu tout faire pareil. Ça aurait été plus compliqué, mais ça aurait été pareil. En fait, que je me définisse comme femme cisgenre, comme non-binaire ou comme chevreuil, franchement, c'est la même chose. J'aurais pu m'affirmer dans mon genre exactement pareil. Ce qui change, c'est le mot et comment je me vis et me pense. D'où le terme dysphorie de genre. Nous, à Transat, on est absolument contre. On pense que ça n'a vraiment aucun intérêt, parce que, en fait, c'est aller dire à une personne « Ah, tu souffres, mais c'est parce que la société te fait sentir que tu es trans et tu es différent et te pousse à pas accepter ton corps. Bon, on va donner un mot spécifique pour la souffrance des trans. » C'est un peu comme si on donnait un mot spécifique pour la souffrance des noirs. Je trouve ça un petit peu débile. La dysphorie de genre, en fait, oui, ça peut être une souffrance relative à son corps, mais dans ce cas-là, c'est pour tout le monde, pas que pour les trans. Donc, je vous ai remis la définition de la violence intersectionnelle. En fait, j'en ai parlé au début, donc j'en reparlerai pas là. Mais en gros, la problématique qui se pose, c'est que là, on a deux thématiques. Il y a certaines personnes qui sont concernées par les deux, mais dans leur traitement, elles font l'objet de définitions contradictoires. Et on va voir ce que ça fait pour les personnes qui sont trans et autistes dans les différents espaces. Alors, dans les espaces d'accompagnement, le fait le plus majoritaire qu'on a déjà bien évoqué ce matin, c'est la délégitimation de l'identité. On en a eu une démonstration magistrale lors du témoignage, effectivement, et même tout à l'heure. C'est parce que tu es autiste que tu te crois trans, ton jugement est altéré par ton handicap, tout ça, c'est des phrases qu'on a tous entendues, pour peu qu'on ait dit qu'on était autiste au psychiatre. Moi, je ne l'ai pas dit, donc tout s'est très bien passé. Je ne l'ai jamais dit, voilà, et en soi, voilà. Donc c'est ce que la plupart des gens font, parce que sinon ils savent qu'ils vont au-devant d'une catastrophe, donc ils ne le font pas. Il y a même des gens qui ont deux psys, un psy pour les trucs d'autistes, un psy pour les trucs de trans. Bientôt il faudra aussi un psy pour les trucs de racisés, un psy pour les trucs de... Alors, on va se couper en plein de morceaux, ça va être tellement plus simple. Donc tout ça, en fait, ça découle du validisme. C'est-à-dire que d'aller dire c'est parce que tu es autiste que tu es trans, ça veut dire, en fait, il faudrait que tu sois plus autiste, il faudrait que tu apprennes à gommer ton fonctionnement autistique, qui te rend si particulier. Le fait que tu sois trans, ça prouve bien que tu te dises trans, ça prouve bien que tu es si particulier. Donc en fait, on va t'apprendre à faire comme tout le monde. C'est ça qui va t'aider. Voilà. Donc c'est très validiste, en fait, comme injonction. Et la question du jugement qui est altéré par le handicap, ça c'est du validisme vraiment classique qui concerne tous les handicaps, c'est-à-dire tu es handicapé, tu es une petite chose fragile, tu es incapable de mener ta propre barque, tu ne sais pas comment te connaître, et donc en soi il faut décider pour toi, parce que vraiment tu es... Pour autant, la loi... et les lois en travail social, donc la loi de 2002 sur l'autonomie et puis celle sur le handicap en 2005, nous disent exactement l'inverse.
Voilà. Mais dans les pratiques, on a du mal à bouger. On a surtout fait des formulaires de consentement pour informer les personnes de l'accompagnement. Mais à part ça, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas changé finalement fondamentalement la philosophie de l'accompagnement. On a juste des assos de personnes handicapées qui disent « Ah oui, l'autodétermination, c'est bien, la personne handicapée, elle peut faire tout ce qu'elle veut de sa vie. » Ok, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais l'étape d'après, ça serait « Elle peut aussi se connaître elle-même. » C'est-à-dire, elle peut aussi dire elle-même qui elle est, dire ce qui la concerne, etc. Faire ce qu'elle veut, c'est bien. Quel est le projet de vie qu'elle veut, c'est bien. Mais il y a des trucs quand même plus fondamentaux encore que ça. Et là, on n'en est pas là. Donc ça, effectivement, comme je mets sur le diapo, c'est encore plus vrai si la personne elle est sous tutelle ou si elle est mineure. On va dire, voilà, elle n'est pas responsable pénalement. Donc, comme elle n'est pas responsable pénalement, elle n'est pas capable de faire ses choix pour sa propre vie. Non, c'est pas ça. Si elle n'est pas responsable pénalement, c'est qu'elle a besoin d'aide pour faire ses choix pour sa propre vie, mais elle peut faire ses choix pour sa propre vie. Et il faut que ça soit elle qui ait la décision en définitive, parce que de toute façon, il n'y a qu'elle qui peut savoir qui elle est. C'est un peu la base de l'autodétermination. Et donc, il y a des craintes et projections de la part des accompagnants qui conduisent aussi à cette délégitimation. J'en remets une couche. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le truc du genre, t'es déjà autiste, si en plus t'es trans, tu vas jamais t'intégrer en société, tu vas abîmer ton corps, déjà que t'es mal dans ton corps, ça va pas arranger les choses. En fait, ça, c'est de la projection. Et ça, c'est classique. La transphobie, ça fonctionne par projection. Le validisme, ça fonctionne par projection. On projette comment nous, on vivrait si on était à la place de la personne, sauf qu'on n'est pas à la place de la personne. Il faut donc commencer par l'écouter. Puis la sensibilisation aussi, ça peut aider face à ça. Donc, du coup, ça, on en a parlé un peu ce matin en long, en large et en travers. Prétexter le handicap pour empêcher la personne d'accéder à ses besoins, que ce soit des besoins de transition ou d'autres choses, et dans sa propre temporalité, c'est pas une solution. Ça l'aide pas. Et en fait, en réalité, les personnes qu'on contraint comme ça, elles le font par d'autres moyens et des moyens plus dangereux. Ensuite, la violence intersectionnelle, moi j'aimerais prendre brièvement le temps de vous montrer qu'elle a en fait cette double face, c'est 2 fois plus de risques de violence ordinaire. Par rapport aux accompagnants cis, il y a tout ce qu'on vient de voir précédemment, mais il y a aussi en fait finalement une espèce d'angoisse existentielle. Je comprends rien à ce que vit la personne que j'accompagne. Comment diable vais-je faire pour la défendre dans une situation sociale ? Encore plus quand c'est une personne autiste, parce que parfois la personne autiste, c'est un peu la définition de l'autisme sur laquelle je ne me suis pas attardé dans le PowerPoint, mais c'est un handicap qui concerne la communication, en fait. Donc, du coup, moi, par exemple, parfois, je vais avoir une montée émotionnelle. L'autre jour, voilà, à la boutique du lycée, j'ai pas pu acheter ma frangipane. Voilà, il fallait que je voulais acheter ma galette frangipane. J'ai pas pu. Donc, en fait, j'ai pourri le gamin. Je l'ai pourri, mais vraiment je l'ai pourri comme si c'était la dernière merde de l'univers, mais parce qu'en fait j'étais très en colère, on m'avait promis cette frangipane, je voulais cette frangipane. Je me suis pris 8 jours d'exclusion quand même, pour avoir pourri un gamin de 17 ans. J'ai pas fait exprès, moi je l'ai pourri comme j'aurais pourri n'importe quel professionnel dans une boutique, et voilà, après on m'a dit mais c'est un gamin. Ah oui, effectivement j'y ai pas pensé, je manque d'habileté sociale. Vous voyez là, je manque d'habileté sociale, c'est pas grave, on va pas en faire une maladie, on va pas en faire un drame, je peux m'améliorer. Enfin, toujours est-il que, du coup, pour m'accompagner, il y a plein de choses qui se additionnent. Quand ils ont eu la réunion plurielle suite à ce que j'ai fait, il y a eu le sujet de la gestion émotionnelle, le sujet de l'anxiété, le sujet de l'assiduité, le sujet de l'identité de genre, il y avait tout mélangé, c'était open bar. Donc ça, c'est ce qui arrive quand les cis ne sont pas en mesure de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Il faut les comprendre aussi et mettre un peu le paquet sur la sensibilisation. Mais enfin, pour la personne, c'est lourd, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est juste un accompagnement adapté à ses besoins. Et ensuite, il y a quelque chose qui est plus méconnu, mais je vais m'attaquer à ce sujet un peu tabou, c'est le validisme dans le milieu trans. C'est-à-dire qu'on a beau être des personnes surstigmatisées, c'est pas pour autant qu'on prend en compte les besoins des personnes handicapées au sein de nos milieux. En fait, c'est un milieu où l'accompagnement, il est très déstructuré. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a l'inconvénient que, du coup, l'aide, elle se fait par affinité. Et si elle se fait par affinité, ça veut dire qu'on va vers les gens qui nous ressemblent, qu'on va vers les gens qui ont le contact facile, et que les personnes qui ont des problèmes d'habileté sociale, on a tendance, ou une expression de genre atypique, dans laquelle on ne se reconnaît pas, parce qu'on a besoin de reconnaissance et de chercher le même que soi quand on est trans, on les laisse un peu de côté, et en fait, il faut qu'il y ait une bonne âme qui se dise cette personne a un peu l'air d'un cassos, c'est du vécu, j'ai des bénévoles qui m'ont dit ça, mais on va l'aider quand même parce qu'on a de la compassion,
Voilà. Puis il y a ce deal aussi de se dire, mais moi aussi je suis trans, donc c'est-à-dire que moi aussi je suis un cassos. Enfin, voilà, il y a ce miroir de voir qui est plus étrange que soi, et de se dire, s'il y a des trans qui sont plus étranges que moi, et que pourtant moi aussi je suis trans, ah là là, je veux pas être associé à ça. Donc j'y vais pas. C'est un peu le truc de se dire, moi je suis acceptable, lui il n'est pas acceptable. Il y a un peu ça quand même dans la communauté. Et il y a tous les problèmes habituels. C'est-à-dire que quand moi j'explique que j'ai eu une crise d'angoisse et que j'ai pas pu donc regarder mes mails pendant 3 jours, j'ai des collègues militants qui me disent, bah ouais, mais démerde-toi enfin. Voilà, bah ok, en fait je fais ce que je peux, donc voilà. Ou qui me regardent avec des yeux ronds en mode c'est possible d'avoir peur de regarder ces mails. Oui, j'ai dit l'essentiel. Donc, et le pire, c'est que quand tu dis que tu as besoin d'aide, que tu as des besoins qui sont liés au handicap, eh bien, on te dit que tu es transmédicaliste. C'est-à-dire que tu as besoin des psys. Bon, un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivé dans le milieu trans, c'est « Ah ouais, mais en tant qu'autiste, tu as besoin des médecins. Mais en tant que trans, politiquement, tu dois les rejeter. Donc comment tu fais ? Parce que toi, tu as vraiment le cul entre 2 chaises. » Voilà, d'où le titre de la diapo. Voilà. Donc, se pose des problèmes parfois qui n'en sont pas, c'est-à-dire se dire, ok, c'est pas parce que tu as besoin dans tel aspect de ta vie d'un accompagnement médical que tu veux dire que tout le monde aurait besoin d'un accompagnement médical, que tu veux l'imposer aux autres sur des thématiques, en plus où toi, tu n'en as pas besoin. C'est sur une autre thématique. Il y a cette peur, en fait, de la prise en charge médicale, ce rejet politique fort. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que finalement, bon, une fois qu'on a compris tout ça, qu'il y avait tous ces problèmes, comment on peut faire ? Ben, en fait, il faudrait prendre le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'autodétermination, et de l'autre côté, ok, il n'y a pas l'autodétermination, mais il y a des droits. Alors moi, en fait, j'aimerais qu'on ait les 2. J'aimerais qu'on n'ait pas à choisir. Donc, il y a des modèles aujourd'hui qui pensent l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, ça permet de sortir finalement de la psychiatrisation, de dire, ok, en fait, moi, je suis un vrai autiste parce que je me reconnais dans les fonctionnements autistiques, j'ai bien compris ce qu'étaient les fonctionnements autistiques et je considère que ça correspond à mon fonctionnement cognitif. En fait, comme ça, la personne, elle se passe de psy, elle retrouve la maîtrise sur elle-même, la connaissance d'elle-même, et elle n'a pas à se justifier pour obtenir des droits, en fait. C'est sa situation, sur la base de sa parole et de ses difficultés, qui est examinée pour qu'elle obtienne ses droits. Il n'y a pas de sésame par le pouvoir médical avec du gatekeeping. Bon, par ailleurs, le diagnostic, on peut aussi le critiquer pour tout un tas d'autres raisons, parce qu'il regroupe des réalités très disparates, il se base sur une symptomologie et pas sur des causes avérées, et puis l'auto-reconnaissance, ça devient un critère de diagnostic très très fiable. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Pourtant j'avais 16 ans. Est-ce que tu te reconnais dans cette description ? Alors moi, je ne me reconnaissais pas du tout, parce qu'en fait, je ne voulais pas être différent des autres. Voilà, je ne voulais pas être stigmatisé. Donc je ne me reconnaissais pas du tout. Mais bon, bref. Donc, ce que je vous propose, c'est de penser le handicap plus comme une diversité plutôt que comme un fait médical. De passer finalement de l'autisme comme handicap à la neurodiversité, mais de le passer vraiment dans les actes. C'est-à-dire que le médecin, il ne donne plus de diagnostic, c'est la personne qui finalement s'auto-diagnostique avec les éléments, les outils que va lui donner le médecin. Et on pourrait rêver, et que la MDPH, elle fonctionne pareil, parce que ce n'est pas la pauvre page projet de vie dans le dossier MDPH sur laquelle il se base. 3/4 du temps, elle est écrite par des travailleurs sociaux et ça passe mieux. Alors, risque d'abus potentiel, si c'est auto-déclaratif, oui, bah non, en fait, tout simplement parce que les gens, ils ont trop honte. S'ils demandent des droits, c'est que vraiment, ils ont besoin de ces droits. Et je vais conclure, puisque je vois qu'on me regarde. Enfin, c'est super dur de dire, comme ça, devant une assemblée, je suis handicapé. J'ai des difficultés que vous n'avez pas. Donc, si quelqu'un le dit et demande un aménagement, c'est qu'en fait, il en a réellement besoin. Un peu comme avec les trans. Les trans, s'ils demandent à faire des trucs d'affirmation de genre alors que ça va à l'encontre du fonctionnement social, c'est qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà. Donc, pour conclure, ce que je vous propose, c'est de repenser le handicap avec la boussole de l'autodétermination. Et ce que j'ai pas dit, donc le pendant qui va avec, c'est de repenser les transidentités comme du vrai travail social et pouvoir ouvrir des droits aux personnes en fonction de leurs difficultés, trans ou non. Moi, j'ai entendu des histoires effarantes de personnes qui, à l'époque de la psychiatrisation, ont eu des allocations adultes handicapés pour motif de transidentité. Alors moi, je trouve que c'est bien dommage finalement, mais au risque d'en faire hurler certains, que ça se fasse plus, mais pas sur la base de la psychiatrisation, mais sur la base des difficultés de la personne, qui soit éloignée
de l'emploi, qui ont en fait un vrai désavantage social. Donc, pouvoir ouvrir des droits, je le disais, donc sur la base de la reconnaissance de l'expérience vécue, pouvoir valoriser l'accompagnement par les pairs et qu'il soit traité, que l'expertise associative puisse être salariée, qu'il y ait des politiques publiques adaptées à nos réalités de terrain, qu'on soit à égalité avec les médecins. Oui, je suis utopiste, je vois loin, je vois grand, mais en attendant, voilà, ça m'a toujours fait hurler de voir le travail social normal et le travail social avec des bouts de scotch qu'on faisait dans notre coin à Transat. Et enfin, la sensibilisation, le réseau, tout ça, vous savez, c'est pas des solutions miraculeuses, mais c'est quand même des bons outils. Voilà, donc j'ai mis cette phrase de conclusion. L'enjeu, c'est avant tout un enjeu de reconnaissance de soi. Et j'espère que vous serez avec moi, qu'on sera ensemble pour pouvoir construire un monde où on est reconnu, cru, quand on parle dans sa singularité, sans qu'on ait à se justifier, et dans la sérénité et la bienveillance. Je vous remercie. Merci Ali. Ça m'aide beaucoup à demander une augmentation de mon temps sur cette question auprès de ma direction, mais c'était très intéressant. On a une question juste ici. Merci. Alors, vraiment bravo, parce que c'était presque à la limite du stand-up. Merci. Donc, c'était très, très bien. Je ne vais pas faire dépasser le temps nécessaire qui a déjà été bien entamé. Je vais juste apporter 2 précisions. Alors, une première, pour les personnes qui font des injections et qui n'ont pas accès médicalement, financièrement, il existe une association qui s'appelle SAFE, donc safe.asso.fr, qui permet de demander de façon anonyme des kits d'injection adaptés à vos besoins, premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais juste apporter une petite précision sur la MDPH. Il n'est nul besoin d'avoir un diagnostic pour pouvoir bénéficier d'une aide. Une suspicion sur la base de problèmes fonctionnels de la vie quotidienne, de retentissement sur la vie quotidienne, suffit à entre guillemets, diagnostiquer, en fait, dans sa dimension de la vie de tous les jours, dans sa dimension fonctionnelle, sans avoir forcément une nomenclature qualifiée dans la CIM ou dans la DSM avec une maladie reconnue. Il n'est nullement nécessaire d'avoir un diagnostic pour bénéficier des aides de la MDPH. C'est juste un peu plus long parce qu'il faut remplir des grilles et ils vont remplir après eux, par rapport à ces grilles, des correspondances et ils vont définir quelles sont les aides dont on a besoin. Mais il n'y a absolument pas besoin de diagnostic. D'ailleurs, on peut commencer les aides avant même d'avoir la reconnaissance dès lors qu'on a fait le dépôt à la MDPH du document. Voilà, je voulais juste apporter ça comme info. Il marche encore le micro. En fait, oui, tu as tout à fait raison. Sauf que moi, on m'a accordé la RQTH en 48 heures parce que j'avais un diagnostic officiel. Okay, et quelqu'un qui n'a pas ça, voilà. Le certificat psy, c'est la pièce maîtresse. Moi, ce que je veux dire surtout, c'est que j'aimerais qu'il n'y ait plus besoin de certificat psy pour avoir des droits MDPH. Ça, franchement, aller dire à mon psy que j'ai du mal à aller aux toilettes parce que j'ai des troubles de la fonction exécutive, en fait, pour moi, c'est humiliant. C'est grave humiliant. Et quand je ressors de là, qu'on a rempli la grille ensemble, déjà, mon médecin, il est sympa, on l'a rempli ensemble. Ce n'est pas le cas de tous les médecins. Moi, après, derrière, moi, je me sens mal. J'aimerais pouvoir prendre mon temps et dire ça et être cru. Pas que ce soit un mec qui a une autorité, un diplôme ou je sais pas quoi, qui aille le dire, parce que de toute façon, le résultat, il est le même, c'est que je mange un jour sur 2 et que je me retiens d'aller aux toilettes. Et que je dors 4 heures par nuit. Voilà, donc, bon. C'était pas pour être misérabiliste, mais voilà. Mais dans l'idée, effectivement, tu as raison, mais le fond du problème, il n'est pas là. C'est la parole médicale contre la nôtre, et plus on est infantilisé, plus on démontre qu'on est incapable, plus on a de droits. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Voilà. Et puis, alors, c'est très régional. Après, moi, je suis dans une région, Marseille, où il y a beaucoup de moyens, et même en ayant beaucoup de moyens, ça fonctionne comme ça, et tu obtiens les aides que en recours. En faisant un recours après un refus. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, j'ai oublié, ça me revient. Oui, je voulais vous remercier d'avoir ouvert la question au handicap en général. Je trouve que c'est vraiment intéressant, et notamment par rapport à la question des associations sur le handicap qui aideraient aux démarches comme pour la transidentité. À Lyon, il y a notamment une association qui s'appelle La Marginale qui fait beaucoup de travail là-dessus et qui est une association queer en plus sur la question LGBTI. Donc voilà, je voulais juste mentionner.
et qui reçoit du coup beaucoup de personnes autistes, notamment pour toutes sortes de démarches administratives. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai une question, mais je pense que c'est peut-être plus d'ordre psychiatrique. En fait, on a parlé à un moment, enfin, tu as parlé de dysphorie de genre comme essentielle à la transidentité. Et en fait, moi j'ai eu des troubles alimentaires, on m'a beaucoup parlé de dysmorphophobie. Et est-ce que psychiatriquement, c'est la même chose? Mais du coup, la dysmorphophobie, ce serait personne cis et dysphorie de genre. Enfin, ouais, non, mais excellente question. Merci beaucoup. Moi, ce que je pense très sincèrement, voilà, c'est que ces catégories-là, elles ont été faites par des cis en plaquant sur des trans et qu'en fait, il n'y a aucune différence. Moi, je pense que quelqu'un qui se fait refaire le nez, il s'affirme dans son genre. Quelqu'un de cisgenre qui se fait refaire le nez, il s'affirme dans son genre. Et qu'en fait, la chirurgie esthétique, elle devrait être remboursée parce que c'est des gens qui ont besoin de modifier leur corps pour des raisons de confort, de bien-être, parce qu'ils en ressentent le besoin. C'est vraiment de l'affirmation de genre et qu'une personne cis peut donc ressentir un mal-être par rapport à son corps important et vouloir modifier son corps. Moi, j'ai accompagné des personnes qui se définissaient comme hommes cis et qui voulaient une vaginoplastie. À partir de là, oui, l'affirmation de genre, qu'elle soit dans le sens du genre assigné ou non, chez les cisgenres, ça existe. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lee? Oui. Ah oui, je vais quand même mettre les remerciements. J'ai mis cette petite BD aussi, je vous laisse lire, c'est magique. Je pensais à un exemple aussi pour rebondir sur ce sujet. Ça arrive à des hommes cisgenres en fait d'avoir de la poitrine, pas forcément suite à une prise d'hormones, hein, mais ça peut arriver. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale et c'est très rapide en fait. Là où une personne transgenre, en fait, quand il y a un petit 2 sur sa carte vitale, il faudra passer par une bataille monstrueuse type laissez-passer à 38 dans la maison d'Astérix Obélix chez les fous, voilà, avec le formulaire rose, le formulaire bleu, le violet et le vert, pour pouvoir obtenir le droit en fait de se sentir bien. Et des fois, ça prend 3 ans à une personne qui peut être déjà extrêmement masculinisée, donc avec de la barbe, etc., et qui est au quotidien appelé monsieur en fait partout, et qui va se trimballer en fait une poitrine qui est extrêmement qui désavantage de prendre une vie active, par exemple si la personne elle travaille en uniforme ou des choses comme ça. Et c'est des choses en fait qui sont handicapantes au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que en fait le fait d'avoir des caractéristiques à la fois masculines et féminines en société, c'est un réel handicap parce que ça dérange fortement et c'est un risque d'agression important en fait de partout en fait, et d'être désocialisé dans des institutions entre autres. Je pense aussi à une personne que je connais qui s'est fait jarter chez ses parents quand elle avait 18 ans parce qu'elle avait compris qu'elle était transgenre à 12 ans. Elle a réussi à le verbaliser. Déjà, elle s'est fait péter le nez par son cousin. Derrière, à 18 ans, elle s'est retrouvée à la rue. Elle a dû faire travailleuse du sexe parce que quand elle a essayé de chercher un travail, ses papiers d'identité n'étaient pas changés. Et du coup, les employeurs lui ont balancé, mais vous vous rendez compte dans quelle situation vous me mettez en fait de vouloir travailler, vous, pour moi? Comment je vais, au moment où en fait, cette personne qui avait tout à fait l'air d'être une femme et qui en était une du coup, avait des documents qui venaient contredire cette légitimité. Du coup, elle a fini TDS au bois. Concrètement, 20 balles la pipe. Je suis désolé, je suis cru, mais parce que c'est des réalités de vie en fait qu'on ne pense pas en fait quand on ne questionne pas la réalité de qu'est-ce que ça fait d'être une personne qui est non conforme de genre. Et du coup, cette personne après, elle a vécu en foyer, sauf que c'était un foyer pas mixte, donc on l'a foutue en fait dans des situations de danger. En fait. Et on ne pense pas à toutes les institutions comme ça à quel point le genre a une importance de partout en fait. Dans les rayons, dans les parfums, tout est genré en fait, les habits. Et c'est un réel handicap au quotidien en fait, mais on n'y pense pas et ça crée une désinstitutionnalisation en fait. Voilà, je sais que le temps file, c'est pour ça. Oui, c'est systémique
Et comme le handicap, c'est systémique. Et oui, on est d'accord, le travail social, c'est un pansement sur une jambe de bois parce qu'il faudrait vaincre l'inégalité systémique, mais en attendant, donner des droits aux personnes pour compenser cette violence systémique, moi je trouve que c'est la moindre des choses. Je me rappelle ce que je voulais dire. Déjà, merci. Et effectivement, je fais du stand-up, donc ça aide. Voilà, donc je vais faire mon auto-promo. Je m'appelle Esther Pess sur Instagram. Je fais du drag et vous pourrez me retrouver à Marseille le 8 février, donc cette semaine, pour un sketch. Non, c'est vrai. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour tout ce qui est handicap physique, la MDPH, ils ont des papiers pré-remplis. Pour tout ce qui est handicap type autisme, ils n'ont rien. Tu dois faire le certificat médical devant ton médecin à chaque fois. Voilà, donc là aussi, il y a encore progrès à faire. Oui, non, je n'ai pas dit que c'était bien que ce soit... Voilà, c'est juste que ça fait du travail en plus à chaque fois, de l'humiliation à chaque fois. Voilà. Et bon, pour conclure sur ce que tu as dit, et après je m'arrête, parce que j'ai ressenti le regard, eh bien, pas cette fois, c'est bien, oh super. La paranoïa, oui, c'est vrai. J'ai subi, dans le milieu militant, j'ai subi 3 call-outs et j'ai déposé une plainte même pour ça. On m'a traité de collabo, de nazi. Donc oui, la paranoïa, c'est partie de mes problèmes. Ouais, désolé, je raconte un peu ma vie, mais et donc effectivement, je vais continuer à raconter ma vie. Quand je suis arrivé dans une asso trans la première fois, j'ai dit « Bonjour, moi je veux être androgyne, je suis non-binaire ». Et la personne non-binaire que j'avais en face de moi m'a dit « Ah bah bonne chance, hein, moi je suis androgyne, je me suis fait défoncer la gueule sur la canne-bière, alors franchement, voilà, je te souhaite une bonne vie ». Voilà. Donc moi je vous enjoins à ne pas faire ça, s'il vous plaît. Par pitié, ne faites pas ça, ne projetez pas vos vécus, vos craintes, vos peurs. Moi là, je le vis bien. Quand quelqu'un me demande « Ah, mais t'es un homme ou une femme ?» Je fais « Non ». Et voilà, ça s'arrête là. Est-ce que